Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Le salon des petites et moyennes entreprises s'est tenu ce jeudi à Paris. Ce rendez-vous économique incontournable a vu la participation de nombreuses délégations africaines, dont celle du Tchad. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a promulgué ce mercredi la loi portant réforme de la commission électorale indépendante, une décision prise en prélude de l'échéance électorale de 2015. Et puis, cela fait 10 jours que les habitants de Libreville au Gabon font face à une pénurie de carburant. Aucune explication officielle n'a été donnée à ce jour, laissant à libre cours à toutes les spéculations. Le salon des petites et moyennes entreprises s'est tenu ce jeudi à Paris, à l'occasion pour les différentes délégations conviées de dévoiler leur plan de développement stratégique et de vanter les différentes possibilités d'investissement dans leur pays. Focus sur l'exemple du Tchad avec Ousseynou Gueye, Richard Togbé et Karine Lebonzadio. Repenser le financement des petites et moyennes entreprises ou encore les moyens d'investir au Tchad, ce sont entre autres thèmes abordés par la délégation tchadienne à la 12e édition du Salon Planète PME ce jeudi dans la capitale française. En quête de partenariat, le gouvernement tchadien convie à l'investissement dans un pays qui possède d'énormes potentialités pour son développement, grâce à un sous-sol et plus largement un pays prometteur. Nous avons beaucoup d'uranium, d'or qui commence à être exploité, bauxite, etc. Au niveau de l'agriculture, il y a un véritable potentiel. Au niveau du tourisme, nous avons même récemment obtenu le label pour le nord du Tchad, où vous avez vraiment un potentiel touristique assez important. Au niveau de l'UNESCO, décerner un peu que ça fait partie des patrimoines mondiaux donc en termes de tourisme. Les orientations politiques en matière de développement du secteur industriel et artisanal accordent une priorité à la promotion du secteur privé représenté partout par les petites et moyennes entreprises. La réglementation de l'activité économique pour les futurs investisseurs, elle aussi, fait l'objet de mesures particulières. Le Tchad aujourd'hui est ouvert ou bien est vierge dans tous les secteurs presque. D'où donc la hantise des différentes compagnies ou bien des pays aujourd'hui qui viennent chaque jour, qui s'enregistrent. Au niveau donc, le président a déjà presque tout détaillé au niveau du climat d'affaires ou bien de l'environnement des affaires. J'espère que l'État a fait beaucoup plus avec le guichet unique, avec les chartes au niveau des investissements, la garantie, les lois et tout ça. Donc j'espère que tous ces aspects juridiques sont très bien débattus. On fait des textes, soit au niveau de l'ANI, au niveau de la Chambre, au niveau donc, des ministères concernés. Conscient de ces enjeux, le gouvernement tchadien s'est donc résolument engagé à travers des réformes structurelles à créer un environnement favorable au développement du secteur privé, à l'instar de la création du guichet unique, réduisant les coûts et les délais de création d'entreprises en 72 heures. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a promulgué ce mercredi la loi réformant la commission électorale indépendante. Elle sera désormais composée de 17 membres contre 31 pour la précédente. L'opposition et la société civile dénoncent toutefois une composition déséquilibrée par une surreprésentation du parti au pouvoir. On écoute l'analyse d'Alafé Wakili, directeur de l'intelligence d'Abidjan. La difficulté va résider dans les 4 représentants de l'opposition. Comment cela va-t-il se faire? Est-ce que le FPI va jouer le jeu? Est-ce que les autres partis de l'opposition vont s'entendre pour désigner leurs représentants? C'est là que réside la grande équation, la grande inconnue. Et cela exige des discussions négociées, des tractations encore pour aboutir à un accord. Et à partir de cette date et de la fin du mois de juillet, si un accord est conclu, on aura la nouvelle commission électorale indépendante. Il y a une partie de l'opposition qui accepte, sauf le FPI. Il y aura effectivement toujours un malaise. Donc, on attend de voir comment les négociations vont se poursuivre et les concessions qui pourraient être faites de part et d'autre en termes de garantie pour assurer les uns et les autres. C'est une étape décisive pour l'avenir politique de la Tunisie. Après des mois de discussions, les partis politiques se sont accordés sur le calendrier électoral. Les législatives sont prévues pour le 26 octobre et le premier tour de la présidentielle pour le 23 novembre 2014. Aminata Diak.
Le calendrier électoral enfin adopté en Tunisie. La commission de législation générale de l'Assemblée nationale constituante a approuvé ce mercredi les dates des élections législatives et présidentielles proposées par l'instance supérieure indépendante pour les élections. Une décision qui sera discutée en séance plénière de l'ANC ce samedi. Le projet de loi portant fixation des échéances des premières élections législatives et présidentielles après l'adoption de la Constitution sera examiné en plénière au plus tard samedi prochain. Les élections législatives auront lieu le 26 octobre à l'intérieur du pays et se tiendront 3 jours avant à l'étranger. L'élection présidentielle, quant à elle, se tiendra en 2 tours. Le premier tour aura lieu le 23 novembre et le second le 28 décembre 2014. Un calendrier dont se réjouissent certains députés qui estiment qu'il ne respecte que les articles transitoires de la Constitution. La date émane d'abord de la Constitution qui stipule formellement que les échéances électorales, donc présidentielles et législatives, doivent avoir lieu avant la fin de l'année 2014. Et donc forcément, cette contrainte a été respectée en tout cas, et c'est ce qu'on salue, par d'abord les membres de l'ISIL qui a permis de donner un scénario faisable techniquement en fonction de toutes les contraintes entre les élections présidentielles et législatives pour respecter justement une indépendance au niveau du choix de l'électeur et qu'il n'y ait pas des influences mutuelles des uns et des autres. L'inscription des électeurs commencera le 23 juin 2014. Près de 4 millions de votants potentiels devraient être inscrits au registre électoral. Au Gabon, l'anxiété gagne les automobilistes qui font face à une pénurie de carburant depuis près de 2 semaines. Une situation qui pénalise évidemment le transport en commun et suscite la colère des consommateurs qui doivent parfois attendre des heures pour se ravitailler. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Ntontomé. De longues files d'attente de véhicules et de récipients de tout genre sont visibles dans les différentes stations-service de Libreville. Et pour cause, une pénurie de carburant qui dure depuis plusieurs jours. Je suis venu chercher du pétrole, de l'essence. Voilà. On nous a dit, la rumeur disait qu'il y aurait du carburant à 13h à Bétro-Gabon-Charbonneuse, donc on est venu dans l'attente que ça arrive. Voilà. Ça fait quand même plus de 2 semaines. La rumeur dit que Sogara aurait les arriérés auprès de ses fournisseurs, donc ce sont des mesures de pression, voilà, tout simplement, mais rien n'est confirmé du côté de l'État. Le problème demeure entier malgré la sortie la semaine dernière du ministre des Hydrocarbures qui annonçait un retour à la normale de la situation. Pourtant, l'information n'est pas passée. De plus, la pénurie perdure et va crescendo. Il n'y a eu, à ma connaissance, aucun communiqué de presse. Il n'y a rien qui a été mentionné qui nous expliquerait la situation. Donc pour l'instant, on navigue à vue. Selon certaines sources, les 6000 mètres cubes de capacité du navire qui assure jusque-là la distribution des produits ne correspondraient plus qu'à 3 jours de consommation domestique contre 6 jours auparavant. Les conséquences de cette pénurie sont donc nombreuses. Entre autres, une baisse généralisée des productions économiques. Ça nous fait vraiment un manque parce que toutes les voitures circulent en super et nous sommes obligés de laisser nos travails pour venir passer des journées à faire la queue et professionnellement, on n'est pas dans nos postes de travail. À ce jour, aucune information sur le retour à la normale de la distribution de carburant n'est disponible. Et pourtant, le Gabon est membre de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole. L'absence de ressources humaines compétentes dans le domaine de l'Internet en Afrique est désormais un lointain souvenir. En effet, depuis quelques années, des instituts et universités proposent des formations au métier du web. L'exemple du Bénin avec ce sujet de Camille Thomas. Langage HTML, code JavaScript, le web n'a désormais plus aucun secret pour les jeunes Africains. Et encore moins pour Dorivenel. Après 3 ans de formation, ce jeune Béninois est aujourd'hui développeur web. Titulaire d'une licence en informatique de gestion, Dorivenel met ses connaissances au service d'un projet ouest-africain, Open for Africa. En fait, actuellement même, je travaille sur un projet Open for Africa où on fait des applications Android, des applications de gestion. L'informatique, c'est un monde vraiment vaste. Donc, c'est un truc vraiment porteur. Sa formation, il l'a reçue à l'Institut Serco, une université privée béninoise qui forme au métier du web près de 250 étudiants par an.
Nous sommes à l'ère de l'économie numérique, comme d'autres le disent. Cela demande des métiers spécifiques. Lorsqu'on commence à parler, par exemple, du community manager, donc de plus en plus de sociétés aujourd'hui qui recrutent des personnes qui veulent gérer leur identité sur le web, mais comment retrouver leurs clients autour donc d'un intérêt donné. Et nous avons même des ambassades aujourd'hui qui soignent leurs images par rapport à ça. Nous avons aussi beaucoup d'étudiants qui veulent le développement d'applications mobiles. C'est très demandé aujourd'hui. 70% des étudiants diplômés de l'Institut auraient une situation professionnelle stable. Cependant, la problématique de l'adéquation entre l'offre et la demande se pose. Le large éventail des métiers du web a créé un appel d'air avec à la clé la création de nombreuses filières de formation et une forte orientation des nouveaux bacheliers vers ce secteur porteur. Le milieu du football soutient les victimes de Boko Haram. La sélection nigériane qui doit disputer son deuxième match ce samedi dans le cadre du mondial s'est exprimée après l'attentat qui a ciblé les fans de football dans la ville de Damaturu ce mercredi. Une attaque attribuée au groupe Boko Haram qui décrit ce sport comme une perversion occidentale visant à éloigner les musulmans de la religion. Amira Benjabala Jean-Pierre et Camille Thomas. Au moins 21 personnes ont été tuées ce mardi au Nigeria. Une explosion s'est produite à proximité d'un centre qui visionnait des matchs de la Coupe du Monde à Damaturu, dans le nord du pays. Plusieurs centres de retransmission et stades de football ont récemment été attaqués au Nigeria. Des attentats attribués à Boko Haram qui ne cache pas son aversion pour le football, une perversion occidentale selon le groupe terroriste. La sélection nigériane, qui a fait match nul face à l'Iran pour son premier match, doit affronter la Bosnie ce samedi. Après l'attaque, elle est plus que déterminée à redonner espoir aux Nigérians en gagnant ce match. En fait, nous sommes motivés plus que jamais. La seule façon de consoler ces gens qui ont été blessés ou qui ont perdu des proches est d'aller de l'avant, de battre la Bosnie et de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe du Monde. L'attaque de ce mardi a suscité beaucoup d'émotions de la part des professionnels du football. La FIFA s'est d'ailleurs exprimée à ce sujet. Nos sincères condoléances aux familles des victimes et à leurs amis. La FIFA condamne définitivement toute forme de violence. Après les récentes attaques, certains États du Nigeria ont décidé de fermer leur centre de retransmission sur écran géant pour des raisons de sécurité. Et toujours concernant ce mondial de football 2014 au Brésil, la Côte d'Ivoire s'est inclinée ce jeudi soir face à la Colombie sur un score de 2-1. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.